Bonjour à tous, bienvenue. Si vous m'entendez pas au fond, n'hésitez pas à le dire, j'essaierai de forcer un peu la voix. C'est bon au fond? Ok, super. Donc bienvenue, aujourd'hui on va parler des types, des systèmes de types plus globalement, on va s'amuser un petit peu avec. Est-ce qu'il y en a qui ont été voir le talk Parse Don't Validate en Quickie ce midi? Levez la main. Ok, bah vous allez retrouver quelques éléments communs. Clairement on est sur le même état d'esprit. Euh, mais j'ai une partie où on va plus explorer et plus se poser des questions sur ce qu'on peut faire vraiment avec les systèmes de type aujourd'hui. Et peut-être que vous trouverez votre type aujourd'hui. Je m'appelle Jordan Grenat, vous pouvez me retrouver sur Twitter avec ce handle. Je posterai notamment les liens vers les slides si ça vous intéresse. Voilà. Petit slide pour parler de ma boîte. J'ai commencé chez Comet Meetings il y a quelques temps. Donc Comet Meetings, c'est une boîte essentiellement basée à Paris. On loue des locaux pour l'organisation des séminaires, des grands moments de votre entreprise. Et aussi des locaux plus pour des réunions d'équipe à l'heure, etc. Les locaux sont magnifiques. Même, on m'a dit que les locaux étaient magnifiques, puis après je les ai visités. Il y a une petite différence entre ce qu'on dit et ce qu'on ressent, bref. Et puis on est une équipe super sympa et on a la grosse particularité de travailler entièrement en mob programming. Donc on est tout le temps tous ensemble en train de travailler et surtout en remote mob programming parce que je suis moi basé à Tours et en remote tout le temps. Donc voilà, on recrute notamment, équipe très sympa, on travaille sur Geyser pour... Alors à la base on s'est juste amusé sur cette solution, hein, puis en fait c'est vraiment pratique parce que ça apporte vraiment pas mal de trucs, on peut en discuter en dehors du talk si ça vous intéresse. Et voilà. On va parler de beaucoup de langages parce que le but c'est pas de se concentrer sur un langage pour dire ce qu'on peut faire dans un langage, puisque globalement il y a des features que vous allez retrouver dans tous les langages. Et surtout le but c'est pas de troller, c'est pas de dire qu'il y a des langages qu'il faut éviter comme la peste, ou qu'il y en a d'autres qui sont absolument merveilleux et qu'il faut essayer au maximum. Voilà. Je- On laisse les trolls de côté évidemment, mais n'utilisez pas JavaScript. Et voilà. Et les slides ne veulent pas passer. Si. Donc voilà. N'utilisez pas JavaScript. Moi, je suis un grand fan de jeux de société. Est-ce qu'il y en a qui aiment les jeux de société dans la salle? Oh, bah voilà, je suis en terrain conquis. Et notamment, pas vraiment jeux de société, mais j'adore les puzzles. Et le confinement, ça a été un gros moment où je me suis remis au puzzle. En plus, j'ai déménagé à Tours, donc j'ai enfin pu avoir une table assez grande pour mettre mon puzzle dessus, ce qui est quand même pas mal. Et ce que j'aime bien en fait dans les puzzles, c'est qu'au début on commence, c'est un peu compliqué parce qu'on a des pièces qu'il va falloir placer. Donc au début on commence forcément par les bords, sauf si vous avez une autre technique, hein, je suis intéressé aussi pour en discuter. Mais voilà, en général je commence par les bords, ça me fait un petit cadre pour ma structure et ça me permet vraiment d'aller plus vite ensuite. Donc une fois que j'ai mis les bords, effectivement le reste va de plus en plus vite jusqu'à effectivement la dernière pièce qui va très vite. J'ai une frustration avec certains puzzles, notamment quand j'en fais faire des sur-mesures sur internet, c'est que les pièces sont mal coupées. Et du coup, c'est un peu approximatif, c'est-à-dire que les pièces qui vont ensemble, il y a un petit jeu, et des fois, il y a même des pièces qui vont pas ensemble qui au final arrivent à s'emboîter. Et du coup, c'est pas terrible. Et dans ce cas-là, je vais me servir du contexte, la couleur de la photo, pour savoir si j'ai raison ou si j'ai tort. Sauf que des fois, le contexte sur certains puzzles, il n'y en a pas du tout. Par exemple, vous avez du bleu partout, ou il y a des puzzles tout blancs, c'est des challenges, des trucs un peu compliqués. Et dans ce cas-là, le contexte vous aide pas. Et du coup, la seule chose qui peut vous sauver, c'est d'avoir vraiment des pièces très bien découpées qui peuvent s'emboîter qu'à l'endroit où elles vont. Tout ça pour faire une belle et grande métaphore sur les types. Pour moi, les types, c'est ça. C'est un peu ces pièces de puzzle que vous allez pouvoir emboîter à la bonne place, sans frustration, et qui vont au final vous prévenir des erreurs. Alors comme je disais, j'aime bien les jeux de société. Là, on va parler d'un jeu de cartes. J'ai envie de jouer aux 8 américains. Donc, comme tout joueur de jeux de société qui est aussi développeur, je ne vais pas jouer aux 8 américains, je vais coder un programme qui va me permettre de jouer aux 8 américains. Allons-y. Je vais avoir besoin de cartes, donc je vais représenter ma carte. Je me fais une petite interface. On est en TypeScript, je mets une valeur qui est un nombre et une couleur qui est une chaîne de caractères. Le 2 de cœur, c'est facile, la valeur c'est 2, la couleur c'est cœur. Tout simplement, j'ai ma carte. On passe au 10 de pique, c'est même logique, hein, la valeur c'est 10, la couleur c'est pique. Et là, je tire une carte dans mon paquet et c'est le valet de trèfle. Bon, J c'est pas vraiment un nombre. Bon, facile à résoudre, hein, on va mettre 11. Et voilà.
Et là, en fait, je viens d'introduire un truc dans mon code qui est pas top. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais lire mon code et je vais voir un 11, je vais me dire, attends, il n'y a pas de 11 dans les cartes. Et en fait, je me suis introduit une charge cognitive supplémentaire. Ma télécommande ne veut vraiment pas aujourd'hui. Une charge cognitive supplémentaire où je vais me dire à chaque fois que je vois le code, ok, 11, oui, c'est le valet, c'est la suite du 10. En soi, c'est pas un gros problème, mais en fait, vous avez déjà abstrait un truc et vous vous éloignez de votre domaine métier. Et surtout, en faisant ça, bah, on a des cas qui sont un peu plus problématiques. Si un jour vous avez un 83, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce que ça représente? Enfin, à moins qu'on soit au tarot, et encore, je ne sais plus combien il y a de cartes au tarot, mais voilà, c'est un peu compliqué. Et on peut aller encore plus loin, on peut avoir une valeur de 3, ce qui est correct, mais par contre, quelqu'un a vu color et s'est dit, bah tiens, je vais mettre green dedans, ça va bien marcher. Ou des trucs un peu plus exotiques, comme moins 1,6 et la color qui est vide. Il y avait une citation que j'ai jamais retrouvée, donc je l'ai peut-être inventée dans ma tête, je ne sais pas. Si quelqu'un la connaît, je veux bien l'auteur, qui dit que quand vous acceptez une chaîne de caractères en argument d'une fonction, ça veut dire que vous pouvez aussi accepter l'intégrale des œuvres de Shakespeare en mandarin. Donc en gros, dès que vous mettez une chaîne de caractères, bah, vous acceptez toutes les chaînes de caractères du monde. C'est vrai? Ok, bah parfait, je vais essayer de retrouver ça. Et du coup, j'ai raté ma transition. Du coup, moi, il y a un moment où je suis arrivé à une espèce de switch dans ma tête sur comment je me représentais les types. Je m'étais toujours dit que les types, en fait, quand on type une variable, c'est on définit un peu la forme de la valeur que contient la variable. Et en fait, je me suis dit, finalement, non, un type, c'est pas ça. Ça représente une liste de valeurs possibles. Quand vous dites qu'une variable est un nombre, vous dites que les valeurs possibles de cette variable, c'est l'ensemble des nombres. Vous définissez un ensemble de valeurs possibles pour cette variable. Quand vous dites que, donc comme je disais, quand vous dites que c'est un number, c'est tous les nombres, et absolument tous les nombres représentables, donc à peu près une infinité de nombres. Quand vous dites que vous avez un booléen, ce que vous dites en fait, c'est qu'il peut avoir que deux valeurs, true et false. C'est exactement ce que vous dites quand vous dites que c'est un booléen. Et on introduit donc la cardinalité. La cardinalité, c'est le nombre de valeurs possibles d'un type. La cardinalité d'un type, c'est le nombre de valeurs possibles de ce type. La cardinalité de notre chaîne de caractères, c'est une infinité de valeurs. La cardinalité de notre booléen, c'est deux valeurs. Et du coup, bah, si on reprend la carte qu'on représentait tout à l'heure, on avait une valeur et une couleur. Donc la valeur, c'était un nombre. La couleur, c'était une chaîne de caractères. Le nombre, il a une cardinalité infinie à peu près, bon, limitée à la taille mémoire et à la représentation. Mais on va dire que c'est infini. La chaîne de caractères, c'est pareil. Et s'il y a des mathématiciens dans la salle, infini fois l'infini, ça fait un gros infini. Alors que ce qu'on voulait dire, en fait, c'est qu'on avait 13 couleurs, on avait 4 valeurs, et ce qu'on voulait faire, c'est 13 fois 4 pour avoir nos 52 cartes. Et en fait, on s'est mis à traiter une infinité de valeurs possibles pour gérer 52 valeurs. Ça fait quand même beaucoup de valeurs invalides. Passons en Java, pour un peu corriger tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire en TypeScript, mais j'aime bien switcher pour perdre les gens. Donc on va créer un enum, et cet enum, bah, on a les 4 couleurs, donc pique, cœur, carreau, trèfle, et on va les représenter comme ça. Nos valeurs, on va les spécifier en enum. En plus, bah, ce qui est bien, c'est que notre valet, c'est un valet maintenant, c'est plus un 11, donc c'est plutôt cool. Et du coup, bah, on a bien nos 13 valeurs, nos 4 couleurs qui font nos 52 cas possibles. Donc là, on a écrit un type qui représente au final exactement ce que notre métier représente. On a fait coïncider notre définition par rapport à la définition du métier qu'on essaye de représenter. Bon, bah super, on est bon, c'est fini. Sauf que j'ai dit que je voulais jouer au 8 américain. Et je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est très proche du Uno. Je pense que Uno est inspiré du 8 américain. Mais le souci, c'est que dans ce jeu-là, on utilise les jokers. Donc on a plus 52 cartes. On a 52 cartes, plus 2 jokers. Donc 54 cartes. Bon bah, implémentation naïve, je rajoute les deux couleurs, rouge et noir, et je rajoute le joker. Et là, rappelez-vous, si on regarde la cardinalité, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 14 fois 6, et on arrive donc à 84 valeurs possibles, donc 30 valeurs de plus que ce qu'on voulait représenter. Ce qui est un peu dommage. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 14 fois 6, donc on a eu 14 valeurs, 6 couleurs, on les a multipliées, et ça nous a fait 84. Alors que le calcul qu'on voulait faire un peu intuitivement, c'était de se dire, bah, on voulait notre 52 cartes, donc les 13 fois 4, plus 2 cartes au final, pour arriver à 54.
On va prendre un peu de recul. Au moment où on a défini la carte, si on essaye de représenter ce type-là avec une phrase, on va dire qu'une carte, c'est une valeur et une couleur. Le « et » est important. A l'inverse, quand on a défini notre enum de couleurs, on s'est dit, bon, bah, une couleur, c'est soit pique, soit cœur, soit trèfle, soit carreau. Et là, on a un « ou ». C'est pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau. Si on rajoute une couleur, donc là, on a une cardinalité de 4. Si on rajoute une couleur, on va arriver à une cardinalité de 5. En fait, en rajoutant un « ou », on rajoute un élément à la cardinalité. Donc intuitivement, dès qu'on va dire « et », on va multiplier les probabilités. Dès qu'on dès qu'on compose des éléments ensemble, on va multiplier leur cardinalité. Et dès qu'on fait un « et », on va ajouter leur cardinalité. Pardon, merci. Il y en a qui suivent, c'est bien. Qu'est-ce qu'une carte alors? Une carte, c'est une couleur et une valeur, ou alors c'est un joker rouge, ou c'est un joker noir. Et du coup, ce qu'on aimerait faire, c'est faire un enum où on va dire c'est soit une carte simple avec une couleur et une couleur, soit un joker rouge, soit un joker noir. Alors ça, c'est pas vraiment possible, donc j'allais dire que c'est pas possible en Java, mais j'ai appris tout à l'heure que c'était possible maintenant, depuis Java 17. Mais voilà, il y a beaucoup de langages où c'est pas possible, et donc Java 17 va le permettre avec les sealed classes a priori. Et voilà. Par contre, il y a d'autres langages qui sont absolument merveilleux, et je le dis de façon objective, comme Elm. Elm, c'est un langage front-end qui compile en JavaScript, qui est hyper agréable à utiliser, mais bon. Il a ce concept un peu d'enum, où on peut donner des arguments aux différentes branches de votre enum. Et là, on va être capable de représenter notre carte avec soit une carte simple avec une couleur et une valeur, soit un joker rouge, soit un joker noir. Quand on dit « et », c'est un product type. Quand on multiplie les cardinalités, c'est ce qu'on appelle un product type. On multiplie, c'est un product. Quand on fait un « ou », c'est ce qu'on appelle un sum type. On additionne les cardinalités. Et quand on fait les deux, comme on l'a fait pour la carte, c'est ce qu'on va appeler des types algébriques. Des algébriques data type. Et ça, quand vous l'avez dans un langage, c'est vraiment cool parce que vous allez pouvoir faire tout cet exercice de faire coller votre définition à la cardinalité de votre métier. Donc de réduire au maximum les états impossibles pour que votre programme n'ait pas à les gérer en fait. Prenons un autre exemple d'un sum type qui est plutôt cool. On parlait tout à l'heure du valet qui en fait rendait plus explicite le fait que le 11 était un valet. Bah, du coup avec un enum c'était réglé. Ici on a un autre cas où c'est un peu pareil. On a une méthode pour commander un jeu de société par exemple. Ici on a donc notre produit et on a un booléen qui dit est-ce qu'on veut du papier cadeau, parce que à chaque fois que vous allez acheter un jeu de société, les gens s'attendent à ce que vous l'offriez, parce que c'est pas pour les gens de 30 ans quoi. Donc je dis toujours non. Mais voilà, quand vous appelez cette méthode, vous avez un order product avec votre produit et un booléen. Et quand vous lisez juste ça sans le contexte de la méthode, vous ne savez pas ce que représente ce booléen. Donc en plus, essayez de s'éloigner des types simples et de mettre un enum à la place, ça permet de rendre beaucoup plus explicite ce qui se passe au final. J'ai un peu raté mon... Voilà. Donc il y a un enum là qui permet de dire est-ce qu'on veut du papier cadeau ou pas, et du coup l'appel est beaucoup plus compréhensible pour vous-même plus tard ou pour les autres développeurs sur le projet. En TypeScript, les types algébriques, on peut les faire à peu près avec les union types qu'on a avec le « et » par exemple. Donc là, on peut dire que notre carte, c'est soit une carte simple, soit un joker rouge, donc une chaîne de caractères qui veut dire joker rouge, soit une chaîne de caractères qui veut dire joker noir. C'est beaucoup moins pratique à utiliser, mais ça se fait très bien quand même, il y a beaucoup de librairies d'utilitaires. Avant d'aller plus loin, je dois vous avouer que je vous ai un petit peu menti tout à l'heure. Je vous ai dit qu'avec notre carte en Java, on avait 52 valeurs possibles, sauf que ça tient pas compte du nul. En fait, en Java, chaque type peut être nul. Donc en fait, à la cardinalité de chacun de vos types, vous allez rajouter 1. Parce que ça peut être une valeur ou nul. Donc en fait, on n'avait pas 13 x 4, on avait 13 plus 1, 14, fois 4 plus 1, 5, 70. Donc en fait, Java, en mettant toutes vos variables nullable, il vous tire une balle dans le pied. Parce qu'à chaque fois, vous allez gérer plein de cas que vous n'avez pas forcément envie de gérer ou qui n'ont pas forcément de sens dans votre domaine métier.
Donc ce qu'on veut, c'est virer cette valeur nulle. Et c'est ce que font beaucoup de langages fonctionnels. Dans beaucoup de langages fonctionnels, on n'a pas la valeur nulle. Elle n'existe pas. En fait, ce qui se passe dans les langages fonctionnels, quand on veut représenter une valeur qui peut être nulle, on va utiliser un sumtype, enfin un type algébrique, pardon. Et pour représenter ça, on s'est dit, bah, qu'est-ce que c'est qu'une valeur qui peut être nulle? Au final, quelque chose qui peut être nul, c'est quelque chose qui est soit une valeur, soit qui n'est rien. Et là, il y a un ou qui doit commencer à tilter dans votre esprit. Donc, une valeur nulle, dans beaucoup de langages fonctionnels, comme ce merveilleux langage qui s'appelle Helm, ici, on a un type maybeString, et c'est soit juste une chaîne de caractères, soit nothing. Et nothing, c'est une valeur qui est explicite pour le compilateur. Donc en fait, vous n'avez plus de valeur magique qui peut être nulle, vous avez une valeur nulle qui est déclarée dans le type, et vous savez que vous devez le gérer. Donc le compilateur peut vous dire, bah là, attention, ta valeur peut être nothing, il faut que tu gères le cas. Pour l'utiliser, bah, on a souvent des patterns matching ou d'autres fonctions utilitaires. Donc là, pour utiliser la chaîne de caractères qui est dans myString, comme c'est un maybe de string, on va devoir vérifier si c'est un just ou si c'est rien du tout. Et dans ce cas-là, bah, on va pouvoir utiliser la valeur ou fournir une valeur par défaut. Je vous ai encore un peu menti, le maybe string, il n'existe pas en Helm. C'est un type maybe de A. Et A, c'est une espèce de paramètre de type. C'est comme une variable mais qui représente un type. On va dire un maybe de A, c'est soit just un A, soit un nothing. Ça permet d'éviter de redéfinir une fonction par type, ce qui est un peu dommage. Donc voilà, si on a un maybe de string, il peut contenir just hello. Ça, c'est pas forcément important. En Java, vous avez les optionals qui sont pas très pratiques parce qu'il n'y a pas beaucoup de méthodes utilitaires dessus. En plus, les gens ont tendance à les utiliser avec juste des if, is present, je crois. Donc voilà, on perd un peu de la type safety parce qu'il ne vous oblige pas à vérifier que la valeur est présente avant de l'utiliser. Vous pouvez très bien avoir des exceptions qui sont lancées en prod sans problème. En TypeScript, c'est hyper facile à représenter avec un union type. Seulement une fois que vous avez activé l'option strict null check. Strict null check, ce que ça fait, c'est que ça dit bah, toutes les valeurs nulles et undefined, je les compte plus dans vos types. Donc, si vous déclarez un type, c'est plus possible qu'il soit nul ou undefined. Et du coup, vous pouvez explicitement dire cette valeur peut être nulle. Et du coup, bah, le compilateur va vous aider à éviter la plupart des problèmes que vous pourriez avoir avec les valeurs nulles. Ce qu'on a fait là, globalement, dans tout ce qu'on a vu, c'était réduire les valeurs possibles que peut recevoir nos fonctions, notre métier, notre programme, etc. pour avoir moins de cas invalides à gérer. Et moins de cas invalides à gérer, c'est aussi moins de tests à écrire. Voyons un autre exemple. Donc en Java, j'ai une méthode qui me permet de lire les lignes d'un fichier. Donc je vais l'appeler. Et tout va bien. Et là, dans mon éditeur, j'ai IntelliJ, Eclipse, tout ce que vous voulez, qui me dit attention, ça peut throw une IO exception, il faut que tu gères. Bon, bah, je fais mon petit raccourci clavier pour mettre le try catch et je gère mon erreur, donc tout va bien. J'ai lu dans mon fichier de façon sécurisée. Sauf que je suis un peu curieux, je vais voir la doc. Et dans la doc, il me dit que ça peut envoyer deux types d'exceptions. Une IO exception, donc ça, il n'y a pas de souci, on l'a géré ici, ou une security exception. Et ça, l'IDE me l'a jamais dit, et je ne sais pas pourquoi. Donc je suis un peu curieux, je vais voir security exception, et ce que je vois, c'est que ça est en runtime exception. Pour ceux qui ne font pas de Java, runtime exception, ça veut dire que cette exception, vous n'avez pas besoin de la gérer. En fait, on considère qu'elle est tellement rare ou tellement... Enfin, qu'elle a tellement peu de chances de se produire que vous n'avez pas à la gérer. Donc si elle se produit malgré tout, en fait, votre programme, il va exploser, parce qu'elle va remonter jusqu'en haut, sauf si vous pensez explicitement à la gérer. Sauf que bah, si vous ne savez pas qu'elle existe en premier lieu, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Lancer une exception, en fait, souvent, ça court-circuite votre flow et ça peut provoquer pas mal de soucis en production. C'est un peu dommage. Il y a d'autres langages qui ont fait, donc là je vous parle de Rust notamment, qui utilisent les types algébriques pour représenter les cas d'erreur. Là, on a un type result avec deux variables de type. Rappelez-vous, c'est un peu comme le maybe de A. Et ce result, il peut soit être OK, et dans ce cas-là, il va contenir quelque chose de type T, donc la valeur qu'on attend, soit il va être un error, un R, et dans ce cas, il va contenir quelque chose de type E, qui est le type de l'erreur. Ça peut être ce que vous voulez, ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être une exception d'ailleurs. Voilà. Mais du coup, en fait, vous avez ramené cette exception qui court-circuitait un peu le flow de votre programme à une valeur. En fait, l'erreur, ça fait partie de ce que vous gérez dans votre programme.
votre fonction qui était partielle, c'est-à-dire qu'elle était définie que pour certains de ces inputs, elle devient totale. Parce que vous gérez tous les cas et que vous retournez une valeur pour tous les cas, même si cette valeur, c'est une erreur. C'est ce qu'ils utilisent notamment pour l'équivalent de cette fonction de lecture dans un fichier. Alors bon, la signature, pour ceux qui ne font pas de Rust, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est pas intéressant. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que ça retourne un result où en cas de succès, on va avoir, alors j'imagine que c'est le nombre d'octets lus, et en cas d'erreur, on retourne une IO error. Donc voilà, vous avez un type dans votre fonction qui dit attention, je peux échouer pour X raisons. Et si j'échoue, je vais vous renvoyer un truc de type error avec plus de détails sur pourquoi j'ai échoué. Et du coup, vous pouvez manipuler vos erreurs comme si c'était des choses normales dans votre programme. En Java, on peut le faire avec le try, que vous pouvez trouver dans la librairie Waver, la bibliothèque Waver, pardon, et qui va vous permettre d'englober un peu les méthodes qui peuvent throw pour ramener ça sous forme de valeur. Et vous avez plein de fonctions utilitaires, donc c'est plutôt cool. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de rendre vos fonctions totales. On est parti de fonctions qui n'étaient pas définies pour tout leur ensemble de définitions, parce que quand on lance une exception, c'est pas une fonction qui retourne une valeur. Et on a décidé de dire, cette fonction, pour tous les inputs qu'elle reçoit, elle va retourner une valeur. Cette valeur peut être une erreur ou peut être une valeur normale. Petit exemple, en TypeScript, par exemple, on a une fonction qui permet d'envoyer un email, qui va prendre une email sous forme de string, un content sous forme de string. L'idéal, ça serait de se dire, je réduis les inputs possibles, je ne veux pas accepter d'email invalide. Sauf que c'est un peu compliqué à faire dans le programme. Enfin, au niveau du type, pardon. Votre email, c'est un string. Et du coup, à chaque fois que vous allez vouloir l'utiliser, il va falloir vérifier que cet email est valide. Donc vérifier avec une regex que, par exemple, il y a bien un arrobase, il y a bien un point, etc. Et dans ce cas-là, vous pouvez retourner un fail s'il y a un valide ou retourner un OK pour dire tout s'est bien passé. En fait, on pourrait créer une classe email à la place. Et plutôt que de dire je vais permettre à tout le monde de créer cet email, je vais dire attention, il n'y a qu'une seule façon de créer cet email, donc je vais rendre le constructeur privé. Donc personne ne peut l'appeler en dehors de moi. Et je vais exposer une méthode statique. Qu'est-ce que ça va me permettre de me faire ? Ça va me permettre de vérifier si l'email est valide. Et si l'email est valide, je vais retourner un email. Si l'email n'est pas valide, je ne vais pas retourner d'email. On pourrait le faire dans le constructeur, mais le constructeur, il doit retourner un email. Donc la seule façon de ne pas retourner un email, ça serait de renvoyer une exception. Et on a vu juste avant que ce n'était pas forcément une bonne idée de renvoyer une exception. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rend le constructeur privé. On crée une méthode utilitaire qui va retourner un result, soit d'un email, si l'email est valide, soit une erreur. Là, j'ai mis une chaîne de caractères, mais on pourrait faire mieux. Et rien que là, en fait, du coup, dès que vous avez une méthode qui utilise votre email, vous savez de source sûre que cet email a été validé avant. Vous n'avez pas besoin de le revérifier, vous le savez. Donc tout le code qui sert à la validation, en fait, il a déjà été fait en amont. C'est ce qui s'appelle parse don't validate, notamment. C'est une philosophie que je vous recommande de regarder en détail, parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ça vous permet d'éviter de centraliser, en fait, de penser localement à partir d'un type et de valider des cas que vous ne pouvez pas valider avec le système de type. Donc, petit récapitulatif sur ce qu'on a fait. On a réduit notre domaine pour éviter d'avoir à faire des checks inutiles. Donc on a réduit au maximum ce qu'on voulait représenter dans notre code pour que ça représente vraiment la réalité du domaine qu'on veut modeler. On a essayé de rendre nos fonctions totales pour éviter d'avoir des mauvaises erreurs, des mauvaises surprises avec des exceptions. Et on a essayé de rendre au maximum les choses explicites plutôt qu'implicites, parce que l'implicite, c'est source d'erreur. On a aussi parlé de la cardinalité en la définissant comme le nombre de valeurs possibles d'un type. La cardinalité d'une string, c'est l'infini, d'un number, c'est l'infini, et d'un booléen, c'est 2. Et si on allait un peu plus loin et qu'on jouait un petit peu avec les cardinalités. Imaginons un type qui s'appelle le type unitaire. Le type unitaire, il est défini par exemple comme ça en Java, un enum avec une seule valeur possible. Ce type a une cardinalité de 1. Dans d'autres langages, on utilise la notation tuple vide pour le représenter. Donc voilà, il est souvent nommé comme ça. À votre avis, à quoi peut servir un type avec une cardinalité de 1 ? Rappelez-vous, à chaque fois que vous allez croiser ce type, vous savez quelle est sa valeur. Parce que ça peut être que unit. À quoi est-ce que ça peut servir ?
Pas tout à fait, mais il y a un peu de l'idée. En fait, si vous avez suivi des cours d'entropie, quelque chose qui est tout le temps égal et qui est constant, ça n'apporte aucune information. Et bah, c'est exactement ce que peut représenter ce type. Ça peut être le fait qu'on n'ait aucune information à transmettre. Par exemple, en Rust, on a une fonction qui permet de setter les permissions sur un fichier. Donc ça va prendre un fichier, ça va setter ses permissions, et en cas de succès, il n'y a pas vraiment de valeur à retourner, on n'a rien à communiquer. Dans ce cas-là, ce qu'on va retourner, c'est ce type unitaire. Parce qu'on doit retourner un truc, mais on va dire, bah écoute, ce que je te retourne, il n'y a pas d'information dedans. Donc tu peux le prendre et tu peux le jeter. Et par contre, bah, en cas d'erreur, je te renvoie une erreur. Donc voilà, ça représente l'absence d'information. Aussi, dans beaucoup de langages, les fonctions sans argument, c'est des constantes. Par exemple, là, en Helm, myValue, c'est une constante. Donc quand je fais ça, en fait, c'est exécuté directement. Et si ce calcul est un peu coûteux, ce qu'on aimerait peut-être faire, c'est de la lazy evaluation. Et du coup, bah, on s'en sert dans ce cas-là comme argument pour que ça devienne une fonction. Donc c'est juste une façon de dire, bah écoutez, j'ai besoin d'un argument. Cet argument ne porte aucune information. C'est juste pour que ça soit lazy evaluated. Donc voilà, c'est un autre cas d'utilisation possible de ce unit type. Un cas un peu plus exotique, mais qui est assez intéressant à étudier, c'est imaginons qu'on ait une liste de type unitaire. À votre avis, à quoi ça sert? En gros, c'est une liste qui peut valoir que liste vide, ou alors avoir un unit, ou alors deux units, etc. À votre avis, à quoi ça peut servir? Quelle est la seule information utile qu'on a à propos de ce type liste de... On a, pardon? On peut compter les éléments, exactement. C'est la taille de la liste. C'est la seule valeur intéressante et la seule valeur qu'on ait par rapport à ce type. Et du coup, ce qui est bien, c'est que la taille d'une liste, c'est forcément un entier positif ou égal à 0. Et donc, en mettant un wrapper autour de ce type-là, on est capable de représenter les entiers naturels. Et de se dire, bah, je représente un type qui représente les entiers naturels. Et bah, le compilateur va pouvoir vérifier que ça sera toujours des entiers naturels, quelles que soient les opérations que je fais dessus. Et vous pouvez exposer de l'addition, vous pouvez exposer ce que vous voulez. Voilà. En général, on utilise plutôt des types algébriques pour le faire, mais c'est un use case qui est possible. Allons encore plus loin. On avait un petit type avec une cardinalité de 1. Est-ce que ça vous dirait de définir un type avec une cardinalité de 0? En Haskell, par exemple, on peut faire un data void, qui est une espèce de type algébrique, et lui donner aucune définition. Donc en fait, il n'y a aucun moyen de créer un élément de ce type-là. C'est ce qu'on appelle le bottom type. Il a une cardinalité de 0 parce qu'il ne possède aucun élément. À votre avis, à quoi ça sert? Pas d'idée? C'est pas exactement ça, parce que dans ce cas, on va plutôt utiliser le unit type. Je sais plus qui l'a dit. Ah, pardon. On va plutôt utiliser le unit type. C'est pour les cas qui n'arrivent jamais, exactement. Alors, en Helm, on appelle ça le type never, et comme on n'est pas capable d'avoir cette syntaxe-là où on n'a aucune définition, ce qu'on fait en général, c'est qu'on crée un type récursif. C'est-à-dire que si vous voulez créer un never, vous allez devoir créer un just one more qui contient un never. Et pour créer un never, vous allez devoir créer un just one more qui contient un never, etc. Donc voilà. Alors que, enfin, il y a une possibilité de le définir, mais en fait, vous ne pourrez jamais le définir parce qu'il faudrait à l'infini foutre des never dedans. Donc voilà. Et effectivement, ça sert à représenter l'impossibilité. Par exemple, si vous avez une opération qui ne peut pas échouer, donc en Rust ça s'appelle le type void, vous pouvez dire que du côté de l'erreur, c'est un void. Et du coup, on sait très bien que comme on est incapable de produire une valeur de type void, il est impossible que cette fonction échoue. Un autre exemple, c'est pour dire qu'une fonction ne peut pas se terminer. Hop. Par exemple, ici, cette fonction, il y a une seule chose qu'on sait en regardant la signature, c'est que cette fonction ne peut pas se terminer de façon normale. Elle ne peut pas retourner de valeur, donc elle ne peut pas se terminer. Par contre, elle peut lancer une exception et interrompre son flow, donc c'est peut-être la seule façon dont elle se termine. Et sinon, bah, c'est peut-être une boucle infinie, c'est la main loop de votre programme ou un truc comme ça, vous voulez pas que ça s'arrête. Et voilà. Et du coup, rien qu'avec le type, en fait, on a beaucoup d'informations sur un peu la typologie de cette fonction. Je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin. Rappelez-vous, on avait notre maybe de string tout à l'heure, donc notre maybe de A, pardon. On avait ce petit A qui était un paramètre de type.
et on le réutilisait dans la définition pour dire que c'était soit juste un A, soit nothing. Passons maintenant à un type très légèrement différent, donc qui prend aussi un argument de type, sauf qu'il ne l'utilise pas du tout dans sa définition. En fait, vous avez un argument de type qui ne sert pas. À votre avis, à quoi ça peut servir? Pas du tout. Ça sert... pardon, c'est ce qu'on appelle un phantom type déjà. Donc c'est un type fantôme qui va exister juste au niveau des types, mais pas au niveau des valeurs. Et ça va servir à flaguer vos valeurs, à rajouter de l'information sur vos valeurs sans que ça soit dans la valeur. Petit exemple, toujours dans un langage absolument merveilleux. On pourrait créer donc deux types qu'on ne va pas instancier en fait. C'est juste des types dont on a besoin. Donc on va créer un type validated qui a un constructeur mais on ne va pas s'en servir, et un type not validated qui a un constructeur dont on ne va pas se servir. Et ensuite on va pouvoir créer une chaîne de caractères, mais de type input. Donc rappelez-vous, le input contient une string. Et on va pouvoir créer donc un input, et on va dire que c'est un input not validated. Donc le compilateur, il voit cette valeur, et il dit, ok, j'ai appelé la fonction create, donc j'ai créé un input not validated. Sauf qu'au niveau de la valeur, il n'y a absolument pas cette notion de not validated. D'accord? On a flagué notre valeur. Pas au niveau de la valeur, mais au niveau du type, donc de l'information rattachée à cette valeur. Un peu plus loin, on peut créer une fonction validate. Une fonction validate qui va prendre en argument un input not validated. Et qui va peut-être retourner un input validated. Et bah, le corps de cette fonction, un peu comme on l'avait fait avec l'email tout à l'heure, c'est vérifier que la valeur est valide. Si elle est valide, dans ce cas, on va retourner en fait exactement la même chose, parce que notre valeur, c'est value de value, et on retourne value de value. Ce qui a changé, par contre, c'est qu'on a dit au compilateur que en fait, c'est passé d'un input not validated à un input validated. Et ça, c'est une distinction qui est très importante. Parce que derrière, si vous avez une fonction pour sauver votre formulaire, vous pouvez vérifier rien qu'avec le type, donc input validated, que votre fonction a été validée avant. Parce que quand vous faites un create, qui est la seule façon de créer un input, vous le flaguez en not validated, donc ça passera jamais dans cette fonction. Donc au moment où vous appelez saveform, vous êtes sûr que la personne a validé l'input avant. Et c'est le compilateur qui va le vérifier pour vous. Donc du coup, ça c'est pas possible. On ne peut pas créer une valeur et la sauvegarder. Et par contre, si vous voulez le faire, bah, vous allez devoir créer une valeur, la valider. Si la validation a fonctionné, vous pouvez la sauvegarder, sinon c'est pas possible. Donc avec les phantom types, vous pouvez vérifier des workflows. Notamment, vous pouvez faire en sorte que votre fonction passe de fonction en fonction grâce à ça. Là, on avait créé deux types pour flaguer nos valeurs, mais ces types-là, on n'était pas censé les instancier. Alors pour le rendre un peu plus explicite, pour que les gens comprennent que ces types-là, on n'est pas censé les utiliser tels quels, on va leur donner un argument, qui est le type never de tout à l'heure. Comme on ne peut pas créer de type never, on comprend que ce type n'est pas censé être instancié. Et de toute façon, on ne pourra pas le faire. Un autre type d'exemple pour les phantom types, c'est par exemple si vous gérez de la monnaie. Au final, toutes les fonctions que vous allez utiliser sur votre monnaie, ajouter, enlever, etc., c'est la même pour tous. Au niveau mathématique, vous allez faire la même chose. Vous allez faire une addition, une soustraction. Sauf que vous n'avez pas envie d'additionner de l'euro avec du dollar, par exemple. Donc vous pouvez flaguer vos valeurs avec la devise. Et du coup, bah, vous allez pouvoir faire en sorte que quand vous ajoutez des devises, vous avez forcément la même devise. Là, le A représente le même type, donc vous pouvez additionner que de l'euro avec de l'euro. Et vous allez récupérer de l'euro. Vous pouvez même inventer une fonction qui va vous faire un taux de change en ayant une fonction qui prend un currency de A, une fonction de currency de A vers currency de B, et qui retourne une currency de B. Donc voilà, ça vous permet de mettre beaucoup de garanties sans toucher vraiment à la valeur de vos données, et surtout, c'est le système de type qui va les vérifier pour vous. Et ça, c'est hyper important. Est-ce qu'on n'irait pas un peu plus loin? Promis, c'est la dernière. Donc, rappelez-vous, on a un booléen. Un booléen c'est le type, et ses valeurs possibles, c'est true et false. Booléen c'est le type, les valeurs, elles sont dans ce cercle. Et à aucun moment les valeurs vont se mélanger au type, ça n'a pas de sens. Il y a les types qui sont dans leur monde, les valeurs qui sont dans l'autre monde, et on a des correspondances, tel type représente telle valeur, etc. Et bah, en Idris, c'est pas tout à fait le cas. En Idris, par exemple, là, c'est ce qu'on appelle un vecteur.
Et ce vecteur, il a 5 éléments. Il a l'As, le Roi, la Dame, le Valet, le 10. Nil, c'est juste pour indiquer la fin de la liste. Donc voilà, c'est un vecteur avec 5 éléments, donc c'est notre main, parce qu'on joue au poker et pas au 8 américain cette fois. Et on va récupérer la 5e carte. Les index sont basés sur 0, donc index 4, c'est la 5e carte. Donc c'est notre 10 normalement. Ça, il n'y a pas de souci, tout va bien. Par contre, celui-là, je pense que vous vous dites, bon bah, il n'y a pas d'index 5 en fait, puisqu'on a 5 valeurs, donc 5, c'est en dehors. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est soit renvoyer un résultat pour dire, bah, dans ce cas-là, il n'y a pas d'index qui correspond, soit on va renvoyer une exception. Et bien en Idris, ça va plus loin. Cet exemple-là, il ne compile pas. Le compilateur va vous dire, là, ce que tu fais, ça ne marchera pas, parce qu'il y a 5 éléments dans ton tableau, et tu essayes d'accéder au 6e élément. Alors, pourquoi? Parce que si on regarde le type de notre vecteur ici, c'est un vecteur de 5 cartes. Et vous retrouvez en fait une valeur dans le type. C'est ce qu'on appelle des dependent types. Donc en fait, l'information du type va porter le type va porter l'information du nombre d'éléments qu'il y a dans ce vecteur. Et du coup, vous êtes capable de définir une fonction index qui prend un fin de n. Alors fin de n, c'est les entiers naturels jusqu'à n exclus. Donc là, ça sera fin de 5. Fin de 5, c'est 0, 1, 2, 3 ou 4. Donc, la fonction index prend de 0 à 4. Un vecteur, donc n, c'est le même, donc là, vecteur de 5 éléments. E, c'est la valeur, donc là, c'est des carnes. Et il va pouvoir vous retourner directement la carne. Donc le compilateur va pouvoir vérifier la valeur directement et vous dire, là, il y a un problème. C'est ce qu'on appelle donc les dependent types. Donc Idris, c'est essentiellement un langage de recherche. Je pense que est-ce qu'il y en a qui l'ont utilisé ici ou qui le connaissent C'est la première fois que quelqu'un me dit oui. Bravo. Donc c'est pas vraiment utilisable en production pour vos projets, mais ça montre un peu les exemples de ce qui est possible. On m'a dit récemment que dans Rust, il y avait peut-être une notion un peu semblable, j'ai pas eu le temps de creuser. Mais quelqu'un m'a montré en tout cas un exemple qui ne compilait pas, qui était un peu semblable à celui-là. En fait, ce qui est important, c'est que quand on parle de type, souvent on parle de contraintes. Et moi, je trouve que c'est pas vraiment des contraintes, mais plutôt des garanties. Parce que vous allez définir des éléments qui vont vous sauver et qui vont être vérifiés par le compilateur. En fait, vous donnez des contraintes, effectivement, mais en fait, ces contraintes, très rapidement, elles vont vous sauver sur votre programme. Ça va être des tests que vous allez écrire en moins, des états impossibles que vous n'avez plus besoin de gérer. Vous avez beaucoup moins d'edge case, vous n'avez même plus besoin d'y réfléchir, donc en plus ça vous libère l'esprit, la charge cognitive elle diminue. Et incidence directe, vous avez moins de bugs. Et si vous avez moins de bugs, vous avez aussi moins de tests. Parce qu'il y a moins de tests à écrire. Petit quiz pour la fin. Imaginons que vous ayez une fonction, et tout ce que vous savez, c'est qu'elle va d'un paramètre de type A à un paramètre de type B. Combien de fonctions vous êtes capable de définir avec ça? Vous ne connaissez pas A, vous ne connaissez pas B. Si je vous demande d'implémenter cette fonction, combien vous pouvez en définir? Alors j'entends une infinité, est-ce qu'il y a d'autres réponses? Non, il n'y en a absolument aucune. Parce qu'en fait, vous savez rien de A, vous savez rien de B. Donc vous ne pouvez pas retourner un B. Parce que vous ne savez pas ce que c'est B, et vous ne savez pas non plus comment transformer un A en B ou quoi que ce soit. Donc, en fait, vous n'avez pas possibilité de créer ça. Imaginons par contre vous ayez une deuxième fonction qui va de A vers A, et c'est tout ce que vous savez. Combien vous pouvez en créer? Une seule, effectivement. Et qu'est-ce que vous savez sur cette fonction? C'est la fonction identité, effectivement. Parce que vous ne savez pas ce que c'est A, vous ne pouvez rien faire dessus, vous ne pouvez pas l'additionner, la couper, vous ne savez rien, vous pouvez juste la retourner. Donc cette fonction, c'est forcément la fonction identité. Une fonction de A vers string, combien d'implémentations possibles? Une infinité. Et qu'est-ce qu'on sait sur cette fonction? C'est une fonction constante surtout. Parce qu'on ne sait rien faire avec A, donc tout ce qu'on peut retourner, c'est la même string tout le temps. Je me place dans un langage sans effet de bord, sans... J'ai peut-être pas précisé ça aussi. Et finalement, la dernière fonction de string vers string. Il n'y a pas de piège. Hein. Une infinité, et vous ne savez pas grand-chose sur cette fonction.
Elle peut faire à peu près n'importe quoi, toutes les fonctions. Elle peut être constante, elle peut ne pas être constante. Donc une infinité. Ce petit quiz pour montrer qu'au final, plus de contraintes, ça ne veut pas dire moins de liberté. Parce qu'en fait, quand vous contraignez vraiment les valeurs que vous recevez, souvent vous pouvez faire plus de choses avec que si vous ne les contraignez pas. Donc voilà, ce que j'aimerais que vous fassiez beaucoup dans vos projets, c'est arrêter d'utiliser tout ce qui est string, number et bool, parce que c'est le mal. Ça ne veut rien dire, ça ne représente rien. Ça n'a aucune valeur. Et que vous peut-être regardiez un petit peu le parse don't validate, qui est une philosophie qui est hyper intéressante, avec des très bons talks sur internet. Un talk qui est absolument génial, et en plus le mec fait du Helm, donc encore plus. Make Impossible State Impossible de Richard Feynman, où il revient vraiment plus sur des cas métiers, où il va dire bah là j'ai envie de représenter ça, comment je le représente et comment je fais en sorte que tous les états impossibles ne compilent pas. Et c'est hyper intéressant parce que c'est des exemples qu'on utilise vraiment tous les jours dans notre code. Donc voilà, je vous conseille de voir ce talk. Merci beaucoup pour votre présence. Et on a encore un peu de temps pour les questions, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pardon? Des? Ah, Phantom Types en Java? Non, je crois pas, non. Non, je pense que dès que tu fais un type générique, tu es obligé de l'utiliser derrière. Tu es obligé de l'instancier. Ok, donc non, pas de Phantom Types en Java. Bon, bah merci.